Sans indiscrétion, tu as quel âge? À 30 ans aujourd'hui. Tu as 30 ans. Bon anniversaire. Merci. Bon, pas aujourd'hui, je veux dire maintenant. Ok, ça va. D'accord. C'est relativement jeune par rapport à tout ce que tu viens de développer là. Je comprends la gymnastique, tout ce que tu as dit là. Quelles ont été les trois grosses difficultés quand tu as lancé ça? On a eu ce qu'il faut savoir déjà, c'est que un programme comme Diaspora for Africa, il est financier. Et dans le secteur de la finance, à la base, c'est la confiance. Donc, il faut la confiance de tous les acteurs, les partenaires, les clients, les promoteurs, etc. Et c'est un véritable défi quand tu démarres un projet comme ça jeune et que tu as besoin de partenaires bancaires, institutionnels et autres, tout ça. On a buté à ce niveau. On a eu la chance, c'est que notre stratégie était toute simple. C'est qu'on comprenait qu'il fallait dans un premier temps faire un lancement en grande pompe de Diaspora for Africa. D'accord. Et ce lancement allait permettre de montrer au marché que oui, ce sont des jeunes, certes, mais qui en ont dans la tête et qui veulent donner quelque chose de potable et de durable à leur communauté, à la communauté africaine. Donc, on a fait ce lancement en grande pompe au patronat ivoirien avec comme partenaire technique la Banque africaine de développement, des partenaires bancaires et autres, tout ça, qui sont associés à l'initiative. Donc, ça donnait un crédit assez rapide à notre initiative. Ça, c'était la première difficulté qu'on a essayé de résoudre comme ça. À l'issue de ce lancement, on a eu beaucoup. C'est là qu'on a décidé Diaspora Africa était un programme de Lumen Corporation. Mais c'est à l'issue de ça que Diaspora Africa vise devenir une entreprise autonome. D'accord. Donc, on a eu des sollicitations de partenaires, de gens qui disent, OK, on est intéressé par votre programme. Mais comme c'est pas une entreprise, c'est simplement un programme, on sait pas comment prendre des participations. Donc, on décide de créer maintenant Diaspora for Africa. Ouais. Donc, les associés disent, OK, quelle capitalisation on veut faire? On a voté, on est arrivé à un minimum de 165 millions à mobiliser comme capital pour démarrer Diaspora for Africa. Okay. Donc, ça a été le premier challenge parce que aussi les institutions avec lesquelles on travaille, c'était un élément quand même qui allait renforcer la confiance. Ouais. Donc, où on va trouver des personnes qui vont mobiliser 165 millions. On a mis une stratégie en place auprès de la diaspora, auprès d'investisseurs locaux africains et autres. Donc, il y a eu Burkina, Camerounais, Ivoiriens, des Français, des Africains, des Français d'origine africaine également. Donc, une dizaine de personnes, on s'est mis ensemble. On a fait cette capitalisation de 165 millions de francs CFA pour créer Diaspora for Africa. Mais ça arrive carrément en fin d'année 2018. Donc, on crée une société anonyme au capital de 165 millions. Donc, c'était le deuxième challenge. Donc, on a eu ce challenge de 2016 au lancement du programme jusqu'en 2018. On a mis 2 ans parce qu'il y avait un gros travail structurel à faire, mettre des experts comptables dans le jeu pour qu'ils fassent des validations quant aux apports en intelligence, etc. Il y avait plein d'évaluations à faire. Le notaire aussi, qui est quand même essayé de travailler très rigoureusement sur le programme. Donc, a mis des exigences quand même qui nous permettaient de rendre le programme vraiment durable. Ça, c'était le deuxième challenge. Le troisième challenge, c'était au niveau de la diaspora. C'est qu'on travaille pour la diaspora, mais on est basé en Afrique. L'avantage que nous avons, c'est d'avoir, un environnement maîtrisé. Donc, les diasporas peuvent facilement nous faire confiance plutôt que le programme qui est de la diaspora directement, parce qu'on est sur le terrain, on comprend mieux les réalités. Mais ça suffisait pas. Parce que pour mettre en confiance les diasporas, il faut se tourner vers elles, comprendre leurs besoins, créer des liens de confiance. Donc, on a mis une stratégie qui a marché parce qu'il nous fallait collaborer maintenant avec les institutions, certaines institutions françaises telles que Paris & Co, qui est l'agence de développement économique de la ville de Paris, le CIAN, qui a écrit même un livre qui nous a cités, et plein d'autres institutions comme ça avec lesquelles on a commencé à créer un environnement assez viable autour de notre projet qui a permis maintenant que aujourd'hui Diaspora for Africa, pour rentrer sur l'Europe, c'est vraiment facile pour nous. Donc, aller rencontrer les diasporas, on a des facilités d'avoir des visas 4 ans, 3 ans et autres, tout ça pour nos collaborateurs. Donc, ils permettent vraiment d'être au cœur maintenant de la diaspora. Ceci dit, avec toutes les enquêtes qu'on a fait les 2 années précédentes, ça nous a permis de tisser des liens, de faire des partenariats avec des associations de la diaspora. Et maintenant, il fallait réaliser un événement de grande envergure. Un peu comme ce qu'on avait fait ici à Abidjan, pour montrer à la diaspora qu'on est avec vous. Et aussi, dans cette stratégie, faire une incorporation locale en France qui permettait maintenant de dire, OK, on a une structure locale basée en France vers laquelle vous pouvez vous retourner. Donc, l'idée, le 23 mai, on était censé faire un événement qu'on appelle le Diaspora Lighting Africa, qui est une initiative de promotion de la diaspora. On avait déjà réservé la salle à la Défense et tout ça, et plein de choses qui devaient se faire dans le courant. Et au moment de lancer l'accord, Covid est venu. Donc, on décide finalement de faire ça pour l'année prochaine. Mais déjà, la communication, la mobilisation qui s'est faite autour a créé quand même quelque chose, une petite émulation sur laquelle on essaie de capitaliser avant même le grand événement qu'on veut finalement faire en 2021. OK. Vous avez combien de bureaux à travers l'Afrique, là? À travers l'Afrique, on est dans
12 pays. On n'a pas des bureaux physiques pour nous-mêmes. Ouais. Pour le moment, le seul siège qu'on a, c'est celui d'Abidjan. Ouais. Mais nos partenaires, qui sont les représentants, ont des entreprises. Donc, en fait, ils incorporent nos activités au sein de leurs activités. Donc, ils ont aussi une expérience en due diligence, analyse de projet, financement. En fait, c'est des financiers de base, des entrepreneurs de base qui connaissent les rouages de l'analyse projet et tout ça. Et on profite vraiment de leurs installations pour commencer, démarrer quelque chose. Et plus ça devient viable, maintenant on peut décider déjà d'installer un projet comme on est en train de faire maintenant au Bénin, où on veut installer un bureau physique de Diaspora for Africa à cause des opportunités qui sont en train de se présenter là-bas. Oh, ok, ça marche. Moi, ce qui m'a, c'est mortel ce que tu viens de me dire, tout ce que tu viens de me dire. Maintenant, je me dis comment tu as réussi à faire qu'il y ait une symbiose entre toutes ces personnes-là que tu as finalement décroché à gauche, à droite, entre guillemets. Bon, à la base, il faut dire que j'ai capitalisé sur un réseau déjà existant. Déjà, moi, je vais dire que sur le continent, on a vraiment beaucoup d'amis parce que j'ai eu la chance de 2013 à 2015 d'être représentant jeune pour la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. D'accord. Donc, ça m'a permis d'être régulièrement sur Paris, de faire énormément de voyages également en Afrique. Et j'ai bénéficié aussi de ce prix que l'UNESCO m'a donné, qui est jeune leader pour la culture de la paix en Afrique. On n'est que 20 en Afrique. Donc, sur cette base, il fallait faire des missions sur des terrains dans différents pays, préparer par exemple le calme dans certains pays où il y a des échéances électorales, etc. D'accord. Donc, dans cet écosystème, on va dire, j'ai pu développer quand même un réseau d'entrepreneurs assez dynamique. D'accord. Donc, basé sur le leadership que nous avions ensemble et les relations que nous avions ensemble. Donc, ça m'a permis quand même de créer ce cadre de confiance avec des entrepreneurs locaux et également avec des entrepreneurs de la diaspora. Ils sont à peu près de la même génération que toi? C'est quasiment de la même génération. On va dire que la moyenne d'âge, c'est la trentaine. Ouais. Oh, ok. L'UNESCO, pendant combien de temps tu as dit? 2 ans, de 2013 à 2015. Qu'est-ce qui t'a fait intégrer l'UNESCO? Ou c'est eux qui recrutent? Comment ça se passe en fait? En fait, la base, c'est que ici, on a la chance d'avoir un bureau pays UNESCO. Ouais. Et comme dans la plupart des autres pays, on a la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Donc, au sein de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, ils faisaient des programmes de formation en management de projet. D'accord. Donc, on va dire que c'est d'abord un coup de chance. Parce que moi, je suis parti à la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO dans le but de faire 1 an de formation en management de projet. Ok. Et c'est sur place que ça coïncidait avec le programme international de l'UNESCO et 130 jeunes se sont inscrits pour représenter la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait maintenant compétir. Donc, on a compétit et à l'issue de cette compétition, j'étais celui qui a été sélectionné pour être le délégué officiel de la Côte d'Ivoire. Okay. Voilà, pour le cas du programme. Donc, c'était un forum qui se tenait à Paris et en même temps, puisque ce forum se tient chaque 2 ans, entre les 2 ans, tu as une responsabilité à jouer en tant que représentant jeune au sein de l'UNESCO. Sur quels critères vous êtes choisi? Déjà, il faut maîtriser beaucoup les rouages on va dire, du système onusien en général. Et puis maintenant, un peu plus le système de l'UNESCO qui est basé beaucoup plus sur l'éducation et la promotion de la paix. Donc, il y a ça qui était à la base. Il y avait une thématique aussi à l'époque dessus la jeunesse qu'il fallait maîtriser, faire des productions, un peu comme des formes de mémoire et tout ça, qui sont validées. Et il faut dire que on a fait un très bon travail parce qu'on a eu un très bon encadreur ici en Côte d'Ivoire, monsieur Léon Rivière, qui nous a donné vraiment les skills nécessaires pour développer les compétences pour être assez bon. Parce qu'il suffisait pas aussi de participer, il fallait bien s'illustrer. Et je me souviens que on a été 10 jeunes qui ont été félicités sur 500 jeunes à travers le monde. Je suis Paris par la directrice générale de l'UNESCO à l'époque. Donc, quand même, on pense qu'on a une bonne base de formation qui nous a permis de représenter la Côte d'Ivoire et par la suite, on est rentré dans les rouages de l'UNESCO. Ok. Donc, t'étais encore en école quand t'es rentré à l'UNESCO ou pas du tout? T'avais terminé? Déjà, moi, on va dire, j'avais fini parce que j'ai fait un double cursus académique. D'accord. J'ai fait l'économie et j'ai fait génie logiciel. Donc, j'ai fait les deux parallèlement. Donc, au niveau de l'économie, j'avais déjà fini. Donc, là-bas, je n'étudiais plus. Mais par contre, au niveau de ma formation en génie logiciel, je continuais. Donc, bon, à l'issue de cela, il me restait à soutenir mon mémoire et tout ça. Donc, j'étais en train de finir déjà et j'ai eu un emploi. Donc, j'ai commencé à travailler dans la même année 2013 où je suis parti à Paris pour le Fonds mondial, dans un programme du Fonds mondial qui s'appelle le PENPEC, où je couvrais 3 centres de santé à l'intérieur du pays. Mais 9 mois après, je décide de laisser le poste parce que je voulais me concentrer sur ma passion qui est l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça.